Bonjour, alors dans cette vidéo, on va donc corriger un exercice de thermodynamique issu du Centre Nouvelle-Calédonie 2022. Donc peux te conseiller de te procurer tout d'abord le sujet que tu pourras trouver sur le site Labo Lycée. Il est en format PDF, en format doc, tu as aussi une correction en format doc. Voilà. Alors dans un premier temps, il faut évidemment bien lire l'énoncé, toutes les questions pour voir où elles nous mènent et évidemment, on va regarder ensemble déjà le début. Donc on voit ici qu'on a affaire à une piscine hors sol et on veut chauffer l'eau de cette piscine hors sol à l'aide d'un tapis qui utilise l'énergie solaire. Alors on nous décrit dans un premier temps le fonctionnement de ce tapis, hein. Donc il y a une pompe qui permet d'aspirer l'eau de la piscine, de faire entrer l'eau dans des petites canalisations en PVC qui se trouvent dans le tapis hors sol. L'eau dans ces canalisations va être chauffée par de l'énergie solaire et puis ensuite elle repart dans la piscine avec une température un peu plus élevée. On peut voir aussi qu'il y a des données, donc des données qui sont fournies notamment sur le volume d'eau dans la piscine et donc qui nous permet de déterminer le nombre de tapis qu'il faudra acheter. On nous donne aussi les dimensions d'un tapis, on nous donne la masse volumique de l'eau, la capacité calorifique thermique massique de l'eau, ensuite, le rendement du tapis solaire. On nous donne aussi des informations sur le coût du kilowattheure. Et enfin, les caractéristiques de cette piscine qui sont d'une hauteur de 1,3 m pour une surface de 8 mètres carrés. Voilà pour les données. Partons maintenant sur les questions. Alors, dans cette première question, on nous demande de montrer que la valeur du transfert thermique Q1 reçu par l'eau de la piscine pendant ces 12 heures est proche de 6 fois 10 puissance 7 joules. Alors, il y avait une information qui était ultra importante, qui était dans le texte juste au-dessus, qui était la donnée sur la puissance thermique surfacique moyenne, qui était de 170 watts par mètre carré pendant une durée de 12 heures. Donc, ça veut dire que cette puissance surfacique, elle est constante, mais grâce à ça, on va pouvoir calculer la puissance finalement thermique reçue par l'eau. Cette puissance thermique, donc, on peut la calculer de la manière suivante. P1 égale donc PS1, la puissance surfacique, multipliée par la surface de l'eau de la piscine. Si on fait le calcul numérique, ça nous donne 170 watts par mètre carré, multiplié par les 8 mètres carrés de piscine. Ça te donne 1360 watts en termes de puissance. Si on arrondit ça à deux chiffres significatifs, pourquoi deux? Parce que là, tu vois que la surface, il y a deux chiffres significatifs, donc on va arrondir le résultat à deux chiffres. Ça nous donne 1,4 fois 10 puissance 3 watts. Si on l'écrit un peu mieux, donc 1,4 kilowatts, si on prend une unité un peu plus adaptée. Donc voilà. Alors, on va voir que ce calcul, finalement, c'est bien de le faire, mais il vaut mieux le faire tout à la fin pour éviter d'avoir des arrondis d'arrondis. Alors, on va calculer l'énergie reçue par l'eau de la piscine pendant ces 12 heures. Donc, qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, c'est une énergie reçue par unité de temps. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est un débit d'énergie, une puissance. On peut appeler ça aussi un flux d'énergie. Comme quand tu fais couler un robinet d'eau, si tu augmentes, si tu tournes le robinet un peu plus, le débit d'eau va être plus important. C'est ça la puissance en fait. Sauf que là, on ne parle pas de l'eau, on parle de l'énergie. Donc comment on peut l'écrire? La puissance, c'est de l'énergie. Donc ici, l'énergie qui est reçue par l'eau, donc on note Q1 qui est un transfert thermique, et la durée, on divise ça par la durée qui est de 12 heures. Voilà. Donc si on cherche Q1, qu'est-ce que ça donne? Cette équation, elle est équivalente à P1 fois delta T. Et on voit que ici, delta T, il va falloir le mettre dans la bonne unité, puisque dans cette équation-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps est en secondes, l'énergie est en joules, et à ce moment-là, la puissance sera en watts. Donc, il va falloir convertir delta T en secondes. On peut le faire à part, delta T. Si on le convertit en secondes, il y a 12 heures. 12 heures, c'est 12 fois 3600 secondes. Voilà. Donc là, ce sera en secondes. Donc, on peut maintenant faire le calcul global de l'énergie reçue par l'eau de la piscine pendant ces 12 heures d'ensoleillement. Donc, Q1 égale P1. Alors, P1, je vais reprendre l'expression du dessus. Donc, 170 fois les 8 mètres carrés, fois delta T, donc 12
fois 3600. Cela m'évite de faire des arrondis un peu prématurés. Donc on trouve une valeur pour Q1 qui est proche de celle qui était donnée dans l'énoncé. On trouve à peu près donc 5,9 fois 10 puissance 7 joules. Donc valeur qui est très proche des 6 fois 10 puissance 7 qui était donnée dans l'énoncé. Alors dans cette deuxième question, on nous demande tout simplement de citer le premier principe de la thermodynamique. Alors on va en profiter pour faire une petite digression sur le cours. Donc en thermodynamique, en fait, l'univers se divise en deux. Il y a le système d'études, ce qu'on étudie, ici l'eau de la piscine, et tout le milieu extérieur. Entre système et ce milieu extérieur, on va avoir des échanges d'énergie. Alors dans le cadre de la terminale, on estime que ces échanges, ce ne sont pas des échanges de matière, mais uniquement des échanges d'énergie. Donc ce système, il a de l'énergie, il possède de l'énergie, et ce qui nous intéresse en physique, c'est les variations d'énergie. Donc ce système peut voir son énergie mécanique varier. Son énergie mécanique va varier d'un instant I à un instant F, si par exemple son altitude change, ou bien si sa vitesse change. À ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur ou son énergie cinétique vont varier, ce qui fait varier l'énergie mécanique du système. Il y a une autre forme d'énergie en thermodynamique qui est intéressante, c'est l'énergie dite microscopique du système. On appelle ça de l'énergie interne. Ça concerne les entités du système. On sait que par exemple, si on chauffe un verre d'eau, si on touche le verre d'eau, on va voir évidemment, on va se brûler. Donc on voit bien que l'eau qui a été chauffée a gagné de l'énergie, et cette énergie-là, on appelle ça de l'énergie interne, qui est finalement de l'énergie qui est propre au système et qui est interne au système, c'est-à-dire qui concerne les entités du système. Alors, pourquoi ces formes d'énergie varient? Tout simplement, l'énergie d'un système varie parce qu'il échange justement de l'énergie avec le milieu extérieur. Quels sont ces deux modes d'échange? Il y a deux manières d'échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Il y a par travail d'une force. Donc ce transfert d'énergie peut avoir lieu par exemple dans ce sens. Une force peut travailler et faire perdre de l'énergie au système. Et puis aussi, il y a un deuxième mode de transfert d'énergie qui est le transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Alors là, mes deux flèches sont dans ce sens, évidemment. Les deux flèches peuvent être aussi dans l'autre sens, puisque les modes de transfert d'énergie peuvent avoir lieu du système vers le milieu ou du milieu extérieur vers le système. Bref, si on écrit maintenant la conservation de l'énergie de mon ensemble, de tout ça, qu'est-ce qu'on doit écrire? On voit bien que la conservation de l'énergie m'amène à écrire que la variation d'énergie mécanique de mon système plus sa variation d'énergie interne, c'est-à-dire la variation d'énergie totale de mon système, elle est due au fait qu'il échange ce système de l'énergie par le biais du travail ou du transfert thermique avec le milieu extérieur. Donc on a une loi finalement générale en physique, qui est la loi de conservation de l'énergie, et dans le cadre de la thermodynamique, on s'intéresse souvent aux systèmes qui sont au repos. Donc si le système est au repos, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le système ne gagne pas en altitude, ne gagne pas en vitesse ou ne perd pas de vitesse. Bref, son énergie mécanique à ce moment-là va être nulle. Et vous allez avoir une conservation de l'énergie qui va simplement s'écrire que la variation d'énergie interne pour aller d'un instant I vers un instant F, par exemple, est égale au travail des forces plus le transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Donc ceci constitue ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique qu'il fallait donc énoncer sous cette forme-là dans cette question. Alors dans cette question, on nous demande d'utiliser le premier principe de la thermodynamique qu'on a vu dans la question précédente pour déterminer la valeur de l'augmentation delta-θ1 de la température de l'eau de la piscine. Alors tout d'abord, si on réécrit le premier principe de la thermodynamique, donc on le réécrit comme ça, tout d'abord on voit bien que l'eau n'échange pas d'énergie par le biais d'un travail d'une force. Donc on peut déjà d'entrée dire que le travail d'une force est nul, puisqu'il n'y a pas de force échangée entre l'atmosphère et l'eau. C'est donc uniquement une variation d'énergie interne de l'eau qui est due à des transferts thermiques. Donc on va prendre la notation de l'énoncé égale à Q1.
Alors, pour évaluer ce transfert thermique entre l'eau et l'atmosphère, bon, l'eau ne change pas d'état. Donc l'eau est à l'état liquide et reste à l'état liquide, il y a juste une variation de la température de l'eau. Donc on va utiliser la relation donc Q1 égale la masse de l'eau fois la capacité calorifique massique de l'eau multipliée par la variation de température de l'eau. Comme Q1 est égal à delta U, on peut utiliser cette relation-là. Et surtout, il n'y a pas de changement d'état, il y a juste une variation de température. Donc une fois qu'on a ça, on voit bien qu'on n'a pas la masse de l'eau. Donc la masse de l'eau, il va falloir la calculer. Alors la masse de l'eau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la masse volumique de l'eau multipliée par le volume de l'eau. Donc on peut réécrire après tout le reste. Delta T. Alors c'était delta θ1, pardon, dans l'énoncé. On va reprendre les notations. Et le volume d'eau, c'est la surface fois la hauteur. Donc on peut enfin écrire une relation littérale avec delta θ1 que l'on cherche. Donc la seule inconnue que l'on a, c'est delta T1, puisque évidemment tout le reste, on le connaît. Donc on peut écrire que delta θ1 égale Q1 divisé par ρ de l'eau, multiplié par C de l'eau, multiplié par S, multiplié par H. Donc nous avons notre expression littérale, donc on peut l'encadrer. Et on va passer maintenant à l'application numérique. Donc l'application numérique, qu'est-ce que ça me donne? Donc delta θ1 égale, donc Q1, on va reprendre la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc 5,9 fois 10 puissance 7. Alors pour ceux qui n'ont pas trouvé le Q1 à la première question, ils pouvaient évidemment utiliser 6 fois 10 puissance 7 comme valeur. Il fallait évidemment faire la question. Donc 1000 kg par mètre cube, ça c'était la masse volumique qui nous était donnée. La capacité thermique massique de l'eau, donc qui est de 4180 qui était donnée aussi. La surface de l'eau, 8 mètres carrés. La hauteur H, 1,3. Et donc, quand on fait le calcul numérique de tout ça, eh bien, on trouve une variation de température de l'eau de 1,4 degrés. Question numéro 4. Donc, on nous dit en fin de journée, l'eau de la piscine a une température de 24 degrés et pendant la nuit, l'air ambiant chute à une température de 15 degrés. Donc, on a fait un petit schéma ici. Donc on nous demande tout simplement de justifier que l'eau de la piscine va se refroidir au cours de la nuit. Bon, la justification est assez simple ici, presque intuitive. On sait tous que le transfert thermique entre l'eau et l'air se fait toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc vous allez avoir un transfert thermique qui va se faire dans ce sens, du corps chaud vers le corps froid. Donc ici, il fallait simplement écrire qu'un transfert thermique se fait toujours du corps chaud vers le corps froid et l'écrire concrètement sur la copie, c'est-à-dire de l'eau à 24 degrés vers l'air à 15 degrés. Dans cette cinquième question, on demande de proposer une solution simple pour éviter les déperditions thermiques. Bon, alors on a vu qu'il y avait un transfert thermique entre l'eau et l'air ici. Donc pour éviter ces déperditions thermiques, le mieux et le plus simple, c'est de mettre tout simplement une sorte de bâche isolante thermiquement au-dessus. Cette bâche isolante, elle va avoir une résistance thermique. Et le fait qu'il y ait une résistance thermique, ça va un peu freiner évidemment ce transfert thermique, ce flux thermique, ce flux phi qui va traverser ici la paroi. Je vous rappelle simplement une petite définition du flux thermique. Le flux thermique dépend de la variation de température, enfin de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur de cette paroi, qui peut être ici une bâche, et dépend aussi de la résistance thermique du matériau que l'on met entre les deux corps qui échangent de l'énergie. Voilà, donc vous voyez bien que plus la résistance thermique est importante, plus le flux thermique et donc les déperditions vont être moindres. Voilà, donc ici simplement proposer une bâche isolante thermiquement, ça suffisait pour répondre à cette question. Donc ici on nous demande d'identifier, donner le nom en fait du mode de transfert thermique qu'il y a entre finalement le soleil et le PVC qui compose la bâche qu'on met, enfin le tapis solaire.
et le transfert thermique aussi qui va avoir lieu entre ce matériau en PVC et l'eau qui va circuler dans les canalisations du tapis solaire. Alors j'ai fait un petit schéma, hein, donc on voit qu'il y a le tapis solaire, alors j'ai volontairement accentué l'épaisseur de PVC du tapis solaire ici, et dans ce tapis solaire, on nous disait dans le document au début que l'eau circulait dans des canalisations, hein, dans des tubes constitués de PVC noir. Alors tout d'abord, le soleil, on voit bien qu'il fournit de l'énergie au PVC noir. Donc vous allez avoir ici des rayonnements solaires, hein, qui vont arriver sur le PVC et donc qui vont apporter par transfert ici par rayonnement un premier transfert thermique Q. Donc ce premier transfert thermique Q entre le Q1 et le soleil et ici le PVC, c'est un transfert thermique par rayonnement. Donc transfert thermique par rayonnement. Une fois que le PVC donc, voit sa température augmenter, donc il gagne de l'énergie ainsi, il va ensuite transmettre une partie de l'énergie qu'il a reçue à l'eau. Et donc il va y avoir un deuxième transfert thermique qui va se passer ici, que je vais appeler un transfert thermique Q2. Et ce transfert thermique Q2, vous voyez, c'est d'un matériau solide vers le matériau liquide. Donc on va avoir de la conduction en fait en guise de transfert thermique. Donc là, vous avez un transfert thermique par conduction. Alors pourquoi par conduction et pas convection? Parce que j'ai pu voir ça dans certaines copies. Tout simplement parce que ici, le PVC est un matériau solide. Dans les matériaux solides, les entités sont reliées les unes aux autres, elles ne sont pas libres de se déplacer, et pour qu'il y ait un mouvement de convection des entités, eh bien, il faut qu'elles soient libres de se déplacer. Vous pensez par exemple aux courants marins. Dans les océans, vous avez des courants océaniques. Ces courants océaniques sont dus à de la convection. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, l'eau qui est le fluide, hein, les molécules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Ce qui n'est pas le cas ici, vous allez avoir donc de la conduction thermique à l'intérieur du PVC qui va ensuite se transmettre à l'eau. Alors l'eau, après, une fois, va circuler, hein, donc la pompe aspire l'eau de la piscine et fait circuler l'eau dans les tuyaux. Donc l'eau va se réchauffer et va retourner dans l'eau de la piscine, et ainsi l'eau de la piscine va se réchauffer aussi. La question B2 nous demande de déterminer la puissance thermique incidente notée PI du rayonnement solaire qui arrive sur un seul tapis. Alors là, on avait une donnée essentielle, hein, qui était la puissance surfacique, qui était de 170 watts par mètre carré. Bon, bah, la surface du tapis, c'est quoi? Bah, c'est un tapis carré de 1,2 m sur 1,2 m. Donc la surface, bah, il suffit de multiplier l'arête par l'arête, hein, donc 1,2 m au carré. Donc si on veut ici maintenant déterminer donc ça sera en mètres carrés, hein. Si on veut déterminer la puissance incidente, eh bien, il faut multiplier la puissance surfacique du rayonnement solaire, multiplié par la surface du tapis. Donc ça vous donne 170 watts par mètre carré, multiplié par 1,2, le tout au carré. Et donc si vous faites l'application numérique de ceci, eh bien, ça va vous donner une puissance de l'ordre de 245 watts. Alors, si on tient compte encore une fois des chiffres significatifs, vous avez ici deux chiffres significatifs, le résultat ne doit pas contenir plus de chiffres que la donnée qui en contient le moins. Donc ici, c'est 1,2, c'est deux chiffres. Normalement, toute rigueur, le résultat doit être écrit sous cette forme-là, 2,5 fois 10 puissance 2 watts. Dans la question 3, on nous demande de déterminer la valeur de la puissance thermique PU fournie par ce tapis à l'eau. Alors j'ai fait un petit schéma juste pour voir, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc le soleil envoie ses rayonnements. Donc il y a un transfert thermique qui se fait avec une certaine puissance, c'est une puissance incidente. Donc c'est un flux thermique en fait, hein, la puissance incidente. Et le tapis ensuite va réchauffer l'eau à travers un deuxième flux thermique qu'on va appeler PU. Mais évidemment, toute la puissance incidente n'est pas retranscrite à l'eau. Il y a évidemment des pertes dues à de la réflexion, dues à l'échauffement du matériau, etc. Bref, il y a des pertes. Et donc ces pertes sont évaluées par ce qu'on appelle le rendement thermique. Donc le rendement, on a vu qu'il était de l'ordre de 0,21. Alors on va écrire ce que c'est que le rendement thermique. Le rendement ici, c'est donc la puissance ici utile,
qui est donné à l'eau sur la puissance incidente. Hein. C'est toujours, évidemment, un rendement est inférieur à 1, il faut que le numérateur, si tu t'en rappelles plus, hein, il faut que le numérateur soit plus petit que le dénominateur. Il est logique que s'il y a des pertes, PI est plus grand que PU. Donc ça, c'est égal, on l'a vu, à 0,21. Donc on peut déterminer ainsi PU, puisque c'est PU que l'on cherche. Donc PU est égal au rendement fois PI. Et PI a été calculé à la question précédente. Donc on va reprendre la valeur de PI. Alors PI à la question précédente, c'était PS1 fois S. Hein, donc c'était la puissance surfacique fois la surface du tapis. Hein. Et donc si on fait l'application numérique de tout ça, ça nous fait 0,21 fois la puissance surfacique qui était de 170 watts par mètre carré, multiplié par 1,2 mètre, le tout au carré, ce qui vous donne une puissance utile, hein, donc qui est donnée à l'eau en fait, une puissance utile qui valait 51 watts ici. Voilà, donc vous voyez en fait il y a bien eu des pertes, hein, puisque on avait une puissance incidente qui était de l'ordre à peu près de 245 watts. Et vous voyez, ce qui est retranscrit à l'eau en termes de puissance, c'est 51 watts. Donc on a évidemment ici eu à peu près 4/5 de perte. Alors cette dernière question était un peu difficile, elle faisait appel en fait à une tâche complexe, donc c'est-à-dire à plusieurs étapes de raisonnement qu'on va essayer de bien définir à chaque fois. Alors tout d'abord, sur ce petit schéma, pour récapituler un peu ce qui se passe, hein, le rayonnement du soleil chauffe le tapis solaire ensuite transmet l'énergie à de l'eau qui circule à l'intérieur, qui retourne dans la piscine, donc en gros, il y a un échange ensuite qui va se faire avec une certaine puissance thermique qui est notée PU pour un tapis qu'on avait défini à 51 watts. Donc on se demande, est-ce que si j'avais pas les tapis, si je devais chauffer mon eau avec de l'électricité, quelle serait l'énergie électrique finalement que je devrais consommer pendant 3 mois à raison de 12 heures de chauffage par jour? Donc comparer ce coût électrique en fait au coût des tapis que je vais acheter et voir si est-ce que c'est rentable ou pas d'acheter des tapis au bout d'une saison. Alors tout d'abord il va falloir définir dans un premier temps je pense le nombre de tapis qu'il va nous falloir pour notre piscine. Une fois qu'on aura déterminé le nombre de tapis qu'il va nous falloir pour notre piscine, connaître la puissance thermique transférée à l'eau à partir de ce nombre de tapis. Et enfin, une fois qu'on connaîtra cette puissance thermique totale, eh bien, on essaiera de voir à quoi ça correspond en termes d'énergie électrique. Alors, on va commencer tout de suite par essayer de définir le nombre de tapis. Donc, pour définir le nombre de tapis, on a vu dans les données que eh bien, ça dépendait du volume d'eau de la piscine. Alors, le volume d'eau de la piscine, eh bien, le volume d'eau qu'il y a dans notre piscine, c'est quoi? C'est la surface de notre piscine, finalement, multiplié par la hauteur d'eau. Alors, le volume d'eau, la surface, c'était 8 mètres carrés. La hauteur, c'était 1,3 mètre de hauteur, ce qui nous fait une surface de 10,4 mètres carrés. Voilà. Si on regarde maintenant dans l'énoncé, on peut voir que 10,4, eh bien, ça correspond à 3 tapis. Donc il va falloir acheter, il faut acheter 3 tapis si on veut que ce soit rentable au niveau du chauffage. Donc si on veut bien chauffer notre eau, il faudra acheter 3 tapis. Le coût de cet achat, à raison de 20 € par tapis, c'est 3 fois 20, 60 €. Donc ça va nous coûter 60 €. Donc on a envie de savoir si finalement je vais dépenser plus ou moins de 60 € en énergie électrique pour fournir la même puissance thermique à mon eau sur ce laps de temps. Donc dans un premier temps, on va calculer la puissance thermique fournie par les 3 tapis à l'eau. Donc puissance fournie par les 3 tapis. Alors cette puissance fournie par les 3 tapis, c'est 3 fois la puissance PU fournie par un tapis. Donc c'est-à-dire la puissance PU totale, si je peux appeler ça comme ça, c'est 3 fois 51, c'est-à-dire 153 watts. Voilà. Donc fournir cette puissance, ça veut dire en gros, si on se débarrasse des tapis et qu'on veut fournir cette même puissance avec de l'électricité, ça veut dire consommer de l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique qu'il faudrait fournir,
eh bien, elle se calcule à partir de cette puissance. Donc l'énergie, alors la puissance, je vous rappelle que la puissance, c'est l'énergie sur la durée, autrement dit, la quantité d'énergie fournie sur un certain laps de temps. Et donc, évidemment, si on veut calculer l'énergie, l'énergie, c'est la puissance fois le temps, fois la durée de fonctionnement. Donc, cette durée de fonctionnement, en fait, on voit que c'est 3 mois et à raison de 12 heures par jour. Donc, on va la calculer. Mais avant de la calculer, soyons un petit peu malins, regardons un petit peu ce qu'on nous demande après. On nous demande le coût. Et pour le coût, on l'a en kilowattheure. On sait qu'1 kilowattheure, ça va nous coûter 0,16 € ou 16 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, le mieux quand même, c'est de mettre l'énergie ici en kilowattheure. Le kilowattheure est en fait une unité d'énergie. Le wattheure est une unité d'énergie. Ça veut dire que si je veux une énergie en kilowattheure ou en wattheure, il va falloir me mettre la puissance ici en kilowatts et le temps en heures. Cela nous évite de passer par les secondes. Si on passe directement par là, c'est bien plus simple. Donc on va mettre la puissance U totale en kilowatts. Donc on avait 153 watts. Donc si je transforme 153 watts en kilowatts, ça me donne quoi? Ça me donne 0,153 kilowatts, ou 153 fois 10-3, on peut l'écrire en décimale ici. Et la durée, je vais la mettre en heures. Donc la durée en heures, je vais écrire delta T, c'est-à-dire 3 mois. Dans un mois, il y a 30 jours, donc 3 fois 30. Et par jour, on a 12 heures de chauffage par jour, donc fois 12. Voilà. Et donc si on fait le calcul, donc ça nous donne donc 900 plus 180, donc ça fait 1080 heures. Voilà. Donc j'ai 1080 heures en gros de chauffage électrique sur ces 3 mois pour chauffer mon eau de piscine. Je calcule l'énergie qu'il me faut, donc P fois delta T, ici. Donc P utile total, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 0,153 kW, que je multiplie par le nombre d'heures, 1080. Et on a donc une énergie ici, en kilowattheure, qui vaut 165 kWh. Donc si on fait le produit des deux, ça nous donne 165 kWh. À raison de 16 centimes d'euros le kilowattheure, vous voyez que le coût électrique, en énergie électrique, le coût en électricité, ce coût, il est de 165 multiplié par 0,16, c'est-à-dire, on avait trouvé donc 26 euros. Donc vous voyez que ces 26 euros, donc c'est finalement le coût de l'énergie électrique, et le coût de nos tapis, c'était 60 euros. Donc on voit que les 26 euros sont inférieurs aux 60 euros. Autrement dit, vos tapis, vous allez les acheter, d'accord, mais ils ne vont pas vous être rentables dès la première saison. Il faudra, vous voyez, attendre 3 saisons pour que vous tiriez bénéfice de l'achat de ces tapis. Voilà pour cet exercice. Merci, au revoir.